Bienvenue sur Alpha. La cité des 1000 planètes. Où pendant des centaines d'années, toutes les espèces ont partagé leurs connaissances et leur intelligence en harmonie. Un vrai paradis. C'est pas croyable. Il réalise des costumes, des masques et des tenues pour le cinéma. Son dernier grand chantier, la saga Valérian de Luc Besson. Laurent Couline nourrit cette passion depuis des années, laissant libre cours à sa créativité. Découverte donc d'un monde à la fois décalé et exigeant, nous ouvrons aujourd'hui son album. Bonjour Laurent Couline, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Alors c'est un album un peu particulier parce qu'on va découvrir avec vous un monde qui est captivant, c'est celui du cinéma, c'est celui des costumes, c'est celui des masques. On va découvrir tout votre parcours qui est vraiment, je dois dire, impressionnant. Et c'est un monde de rêve aussi. Alors comment êtes-vous arrivé à cette profession ? Tout part d'une passion, évidemment, et je pense que je ne me rappelle pas le moment où j'ai découvert ma passion. Je pense que je suis vraiment né avec. Ça part vraiment d'une passion enfant. C'est vrai que j'ai découvert les Star Wars, hein, Ouais. bon, un peu comme tout le monde on va dire, mais c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Et ça m'a toujours apporté beaucoup de plaisir, de rêve, etc. On en parlait déjà juste à l'entrée de l'émission. Et donc, voilà, le jour où j'ai compris que je pouvais en faire un métier, Oui, j'ai été là où il fallait aller. Donc, j'ai voyagé beaucoup. Voilà, j'ai fait les humanités artistiques à Saint-Luc-Liège. Et déjà avant la fin de mes études, je travaillais à l'Opéra de Liège. Voilà, je commençais à faire des prothèses, des petites choses, des petits accessoires. Et donc après mes études, là j'ai vraiment décidé de voyager. Donc j'ai été dans les ateliers qui ne sont pas nombreux sur Terre, dans le monde. Donc j'ai été à Montréal, j'ai été à Paris, j'ai été à Hollywood, à Londres. Et c'est de fil en aiguille que j'en ai fait un métier, quoi, voilà. c'est ça. On a d'ailleurs un modèle, un prototype Oui. ici. Voilà, Qui vous a servi effectivement. de pousser certaines portes ? Voilà, c'est ça. Donc en 2000, j'ai passé 3 mois à Hollywood. Je me suis dit que bon, si je voulais vraiment bosser là, il fallait y aller tout simplement, ils ne viendraient pas me chercher. Et donc, à la place de démarcher avec un portfolio sous le bras comme la plupart des gens, je me suis dit je vais essayer de pousser déjà un petit peu plus loin et je vais montrer mon savoir-faire. Donc sur place, j'ai été acheter du matériel et j'ai fait ce petit buste. Voilà, où j'ai poussé le détail au maximum pour que ça parle directement au chef d'atelier d'effets spéciaux mécaniques à Hollywood, pas numérique. Quand on est justement dans cet univers, celui de la science-fiction, du fantastique, pour un artiste comme vous, ça ouvre des milliers de possibilités, ça ouvre le champ évidemment, non ? C'est à l'infini. C'est à l'infini, c'est ça, vous êtes vraiment le créateur, vous n'êtes pas obligé effectivement d'entrer dans des codes qui correspondent à une époque, etc., ce qui peut être aussi intéressant. Voilà, mais c'est parfois demandé, hein. Donc c'est vrai que pour les grosses productions, on a souvent à travailler pour un costumier ou un décorateur, hein, donc qui est choisi par le metteur en scène, et donc on reçoit des maquettes, on reçoit des dessins sur lesquels on doit s'appuyer pour créer alors de la ronde bosse. Donc on a un dessin à plat et on doit recréer ce qu'on voit dans les moindres détails et en 3 dimensions, quoi, voilà. Donc on est tenu uniquement par ça, mais au niveau de on peut apporter des idées, de l'inspiration et donc beaucoup de créativité aussi, quoi, hein. Ouais, et c'est à l'infini. Alors, on a campé un peu le cadre de ce que vous faites. Je n'ai pas encore dit avec qui vous avez travaillé parce que c'est du lourd, hein. C'est vraiment du très lourd, c'est vraiment impressionnant. Alors, on va découvrir déjà les premières photos pour parcourir d'emblée rapidement votre univers et puis après on ira un peu dans le détail. Valérian, par exemple. Valérian, évidemment, c'est le plus gros projet. C'est un projet que j'ai fait il y a déjà presque 3 ans.
Et effectivement, bah, c'est une fierté parce que c'est une grosse production, parce qu'on m'a donné beaucoup de temps et de moyens pour réaliser. Donc 2 spacesuits, donc les deux costumes des acteurs principaux qu'on voit énormément dans le film d'ailleurs. C'est ça. Donc c'est le buste de voilà, c'est ça, c'est un Valérian. décolle, voilà, de Valérian exactement. Donc là, il est un peu brut, hein, il sort du moule, Ouais. mais effectivement, c'est l'original. C'est l'original, donc c'est vraiment ce col-là qu'il y avait dans le film. Alors ici, on a d'autres exemples de vos collaborations. Beyoncé, oui. Ça, c'est un travail qui remonte à 2008, non, pardon, oui, 2008, c'est ça. Et c'est Thierry Mugler, donc le couturier français très connu, Ouais. qui m'appelle de New York et qui me dit, bah voilà, je suis en train de travailler sur la nouvelle tournée de chant de Beyoncé. Et j'ai besoin, je veux lui faire 2 tenues. Donc il y a une tenue qui est une robe qui se décompose sur scène. Donc il me dit, tu dois me faire un système pour que la robe tombe, s'effeuillette sur scène. Et puis alors la mise en lumière et la réalisation de ces accessoires qu'on voit ici, qui sont des phares de moto. Donc ce sont comment dire, des costumes qu'il a déjà créés plusieurs fois. Mais ici c'était pour Beyoncé, quoi, voilà. Alors on reviendra en détail sur ces différents projets. Alors celui-ci? Alors c'est Dragon, ça c'est le rêve. Franco Dragon, donc j'ai travaillé pour lui en 2004 et ensuite en Chine à Macao en 2010. Et donc effectivement ce masque-là c'est un masque d'iguane. Il faut savoir que c'est un spectacle aquatique. Donc il en a fait une spécialité, Franco. Et donc ce sont des masques qui doivent aller dans l'eau tous les jours, 2 fois par jour. Donc il faut que ça tienne la route, il faut que ce soit solide, etc. Donc ce sont des masques en silicone que j'ai fait. Le Moulin Rouge, ça c'est une collaboration qui vient juste d'être renouvelée. J'avais travaillé pour eux il y a 8 ans et donc je fais des accessoires pour eux de temps en temps. Ça c'est une grande fierté parce que le Moulin Rouge c'est une maison, une ancienne maison, c'est familial. Donc il y a un côté un peu old school dans l'approche. Donc il y a une fierté pour ça parce que c'est connu mondialement, c'est très ancien. Oui. Et c'est la classe, quoi. C'est un symbole de Paris, hein, voilà, évidemment. Ici? Voilà, de nouveau, on en parlait tout à l'heure, donc c'est de nouveau Franco Dragon, et ça c'était The House of Dancing Water à Macao, où j'ai aussi fait toute une série d'accessoires. Alors Holiday on Ice, j'ai travaillé 2 fois pour eux, c'était vraiment de très belles collaborations, très professionnelles. Et donc il y avait à chaque production environ 80 accessoires. Plutôt latex, mousse, et on a une approche qui n'est pas aussi réaliste finalement que pour Besson. On a quelque chose d'un peu plus cartoon, mais très intéressant, de beaux souvenirs avec Holiday on Ice. Alors ici on a plusieurs collaborations avec plusieurs opéras, parce que évidemment ici à Liège on a l'Opéra Royal de Wallonie qui a une très grande renommée, et c'est vrai que j'ai travaillé très régulièrement pour eux, j'en suis très 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 content, et finalement j'ai pu aussi croiser des gens, rencontrer d'autres costumiers qui étaient de passage ici à Liège, ce qui m'a ouvert les portes aussi sur plusieurs opéras, par exemple Monte Carlo, où l'ancien directeur de l'Opéra de Liège, donc Jean-Louis Grada, est devenu directeur. D'accord. Donc voilà, l'opéra, c'est vraiment une sphère un peu à part, et c'est très intéressant aussi, c'est très enrichissant, et les demandes sont un peu plus particulières dans le sens où on habille des chanteurs, donc il y a une question d'acoustique, de confort, etc. Mais j'aime beaucoup vraiment le charme de l'opéra. Et alors on a aussi tout ce qui est spectacle de rue. Okay. Il y a énormément de productions de petites sociétés, de petites compagnies plutôt de spectacles de rue. En général, c'est très réduit. Il y a peu de moyens, mais ce que j'aime beaucoup dans ce milieu-là, c'est la créativité, dû au fait qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils peuvent venir ça peut faire peur en se disant oui, mais il a fait Valérian, c'est pas pour nous. Non, ils peuvent venir vers vous, oui. Oui, bien sûr, tout le monde peut venir. Après, il y a une réalité qui est un travail exigeant, avec des matériaux coûteux. Il faut bien se rendre compte aussi que les processus sont longs. Oui. On ne fait pas un masque ou un accessoire en 3 jours. C'est ça. Voilà, bon, donc ça représente des coûts, mais moi je suis bien sûr ouvert à tout ce qui est intéressant artistiquement.
Alors le parc Astérix à Paris, ouais. Ça c'est un projet, c'était quelle année? C'est un peu loin, mais je pense que c'était 2006, quelque chose comme ça. Et donc là on a fait toute une série d'accessoires pour un spectacle qui était itinérant dans le parc. Donc en fait ils avaient mis au point un drakkar mobile sur lequel il y avait des Vikings. Bon, c'était avec beaucoup d'humour évidemment, c'est le parc Astérix. Et donc il y avait une rampe de skate sur le drakkar. Donc les Vikings circulaient en roller, se croisaient, donc il y avait toute une mise en scène. C'était très amusant. La particularité de ce casque-là, c'est qu'il est en polyester, mais les cordes sont en latex parce qu'ils ne pouvaient pas se blesser naturellement. Oui, okay. D'accord. Alors souple, voilà. Alors ça, c'est Gladiateur, et c'est une mise en scène d'Eli Chouraki. C'était toute une série de casques. Donc les costumes ont été réalisés ici à l'Opéra de Liège. Ouais. Et donc eux ont fait appel à moi pour les casques, vraiment des rôles principaux où il fallait lécher le travail, etc. Donc tout est fait en polyester. Tout a été fait plus ou moins sur mesure. C'est vrai qu'aussi dans les spectacles, il faut savoir s'adapter aux changements de casting. Mais c'est un beau souvenir aussi, ouais. Alors, on revient au premier projet dont on a parlé, un des plus récents. Ouais. Racontez-moi cette histoire. Comment vous avez été contacté par Luc Besson à un moment donné? Il y a la production qui est venue vers vous. Voilà, c'est ça. Alors, bon, c'était en 2015, hein, déjà, au début 2016 peut-être. Je reçois un coup de fil de Claudine Lachaud, qui est directrice donc, de l'atelier Caraco à Paris. Qui est un atelier assez réputé pour la couture et la haute couture. Et j'avais travaillé avec elle justement sur Holiday on Ice à Utrecht, Hollande, 8 ans auparavant. Ok. Donc 8 ans après, elle m'a rappelé, est-ce que tu es là, tu es chez toi, oui, est-ce que ça va si je viens demain? Je dis ouais, ok, cool. Donc elle me parle de rien du tout à ce moment-là, elle vient, je vais la chercher à la gare et on parle ici 2 heures. Et elle me montre toute une série de maquettes et de dessins, donc futuristes, il y avait aussi des créatures, des extraterrestres, et donc ces fameux costumes. Et alors elle me pose beaucoup de questions, comment tu vas faire ça? Est-ce que tu peux, dans un délai, voilà, elle me pose beaucoup de questions techniques. Et à la fin seulement, elle me dit que c'est le prochain projet de Luc Besson. Donc je lui avais déjà dit oui avant. J'imagine. Comment entre-t-on dans un univers comme celui-là? Vous parlez donc de l'univers artistique? Il y a le milieu. Non, l'univers artistique, voilà, on est dans une série, Ouais. qui est une série culte de la bande dessinée française de science-fiction. C'est ça. Besson fait une adaptation de cette série, C'est donc ça. il va y avoir la patte de Besson. Ouais. Et puis vous arrivez. Alors, où allez-vous chercher vos sources d'inspiration? Ou bien est-ce que c'est très codifié? Vous dites, voilà, effectivement, voilà ce que nous souhaitons, et il ne faudra pas sortir d'un millimètre de ce Voilà. qu'on vous demande. Mais il y a vraiment deux, vous avez assez bien résumé, donc il y a deux approches. Il y a le fait qu'on travaille pour un client qui est exigeant. Il faut aussi savoir que tous les gens autour de Luc Besson sont exigeants, c'est des grands professionnels. Et donc moi j'ai traité essentiellement avec Olivier Berriot, qui est son costumier attitré. D'accord. Et comment ça se passe? Donc on reçoit des maquettes, hein, il faut dire qu'ici justement c'était assez spécial parce qu'on a reçu une seule maquette. Alors, en général on a plusieurs facettes, je veux dire, on a l'avant, l'arrière, le profil, etc. Donc on avait en tous les cas un dessin sur lequel il fallait vraiment s'appuyer et être au plus fidèle possible. Maintenant, notre travail à nous, c'est d'apporter des solutions pour que ça ressemble à ça et que ce soit utilisable, que ce soit confortable, que ce soit safe, comme on dit aujourd'hui, etc. Donc il y a non seulement le fait qu'on doit vraiment être rigoureux sur la demande du client, vraiment être bien à l'écoute, mais aussi alors vraiment apporter un tas de solutions, des astuces, des détails. Qu'est-ce que tu penses, on pourrait faire ça là pour cacher cet endroit-là. Voilà, donc c'est vraiment les deux. Ce qui est vraiment agréable, c'est de travailler avec des costumiers qui sont ouverts. Bon, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Avec Olivier, c'était absolument parfait, une très bonne entente. Mais voilà comment ça se passe. Donc c'est vrai qu'on se regarde pour se réchauffer un petit peu à Star Wars ou deux, pour se replonger un peu dans l'ambiance de tout ça. Mais c'est vrai que moi c'est ma passion, donc j'ai tout ça dans ma tête en même temps, donc je suis vraiment dans mon élément, quoi. D'accord, et il y a des codes pour une série comme ça alors parce que donc vous devez vous adapter à l'univers de Besson, qui lui fait une adaptation.
Oui, c'est ça. Effectivement, donc c'est vrai que si on reprend la bande dessinée originale, on est assez éloigné. Donc ici, on a un metteur en scène qui a une griffe, qui a des exigences, et, euh, et donc ici, on ne peut pas reproduire le costume de la bande dessinée originale. De toute façon, elle est complètement différente, et c'est pas du tout cette approche-là qu'on nous demande. Euh, on ne pense pas, enfin moi, quand je fais mon boulot, je ne pense pas spécialement ou à Besson, ou à Beyoncé, ou à Dragon pour m'inspirer de mon travail. J'écoute ce qu'ils me demandent, c'est vraiment ça. C'est ça. Voilà, je n'ai pas fait un costume, je dirais en disant je vais faire un costume pour Luc Besson, il faut que ce soit du Besson. Non, c'est vraiment un costume pour la science-fiction, Oui, c'est vraiment ça. Parce que Besson lui-même évolue Oui, aussi, au fil de ses tout à projets. fait. L'essayage, là? Voilà, alors on a vu une photo donc de la sculpture originale d'un des cols, et c'était effectivement le col de Cara, celui-là. C'est ça? Puisqu'il y a Dan Dehaene et Cara Delevingne dans le casting. Et alors l'essayage, c'était chez Luc Besson, à Beverly Hills. C'était pas du tout prévu, mais suite aux événements de Paris, aux fameux attentats, il y a eu une fusillade, si vous vous rappelez, à Saint-Denis. Il se trouve que la Cité du Cinéma, donc les studios de cinéma de Luc Besson sont là. Et donc les deux stars hollywoodiennes se sont dit on va pas aller à Paris maintenant, c'est pas le bon moment. Et donc toute la production, en tous les cas, l'équipe d'essayage est partie une semaine là-bas, Aux États-Unis. chez lui. Pour l'anecdote, il vivait dans la maison de Charlton Heston en attendant que la sienne soit construite. Et c'est évidemment tout un univers, hein, c'est toute une aventure aussi tout ça. Mais voilà, on a fait donc ces essayages-là, ça lui a plu. On a juste retouché 2 ou 3 détails, mais honnêtement, ça a été vraiment facile. Il a vraiment apprécié, quoi. Ça fait quoi quand on voit l'actrice, en l'occurrence ici, endosser le costume? C'est génial. C'est un moment, ça. C'est un moment. Alors ça, c'est vraiment la satisfaction, moi, qui m'apporte le plus dans tous les projets que je fais. C'est de voir prendre vie, tous ces accessoires et ces costumes qu'on fait, prendre vie, quoi. Et là, effectivement, une fois que Dan et Cara l'ont passé, tout d'un coup, voilà, tous les efforts, tout le travail qui a été accompli en amont est récompensé. C'est vraiment c'est gratifiant, quoi. Et le public aussi. Moi, j'aime beaucoup aller voir des spectacles où le public réagit. D'accord, on en parlera. Alors ici, vous accompagnez le tournage, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un problème au costume, où il y a des gens qui sont là pour ça. Alors voilà, ça c'est intéressant, parce que mon travail toujours est en amont des productions. Ok. Hein, je vais travailler pour une livraison qui va conduire directement à une première ou une avant-première. Ici c'est du cinéma, donc il y a une date qui est arrêtée parce qu'il y a un agenda de fou. Ça coûte très cher des journées de tournage. Donc il y avait une date qui était arrêtée très tôt en janvier. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était le 4, donc juste après les fêtes. Et mon travail, moi, finit au moment où je livre mon travail. Et donc là, tous les accessoires que j'ai faits, les costumes, sont repris en main par le wardrobe donc d'EuropaCorp, donc de Luc Besson. Donc il y a juste une rencontre qui est faite à ce moment-là, et avec des tas d'explications pratiques, d'entretien, etc. Et puis c'est eux qui font vivre le costume sur le tournage. Okay. Moi, je vais me reposer après ça. D'accord, oui, parce que j'imagine, sinon ce serait une contrainte. Mais c'est 6 mois de travail oui, en amont, hein, donc c'est avec une douzaine d'heures par jour, si pas plus, avec beaucoup de défis, de contretemps, mais ça fait partie de l'aventure. Et voilà. Pour l'anecdote, si vous voulez une anecdote, je livre mon premier costume de Valérian juste avant le premier tournage, le premier jour de tournage, pardon. Et je le fais le plus nickel, le plus fini, le plus parfait possible. Et Luc Besson me dit, bon, la première scène, il y a une séance de shoot, donc il se prend un impact de rayon laser, et donc il faut exploser le col, il faut le découper, le déchiqueter. Donc c'était très drôle parce qu'on pousse le travail au plus net, au plus réussi, au plus fini. Et alors là, il me demandait de le détruire. Ah oui. Ça, c'était très, très amusant. Oui. Et ça fait quoi comme impression? Ça fait bizarre, mais ça fait partie aussi du jeu. Hein. On doit vraiment lâcher prise sur le travail qu'on fait. On livre des clients, c'est pas pour nous, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, non, c'était juste drôle, mais voilà, j'ai vraiment massacré.
avec des outils et voilà, il est parti sur le plateau et la première journée de tournage s'est super bien passée. D'ailleurs, j'ai assisté à cette première journée, D'accord. c'était sympa. Alors, l'autre projet ici. Beyoncé. Voilà. Et bien donc voilà, donc Thierry Mugler m'avait appelé de New York pour le tour de chant de Beyoncé, I Am Tour, ça s'appelait comme ça, en 2009. Donc moi je travaillais un peu en amont. Et donc on a fait tout un système de servomoteur avec un gainage mais hyper miniaturisé pour pouvoir lui faire une robe qui s'effeuillette sur scène. C'est vraiment sa demande. C'est pour tout un spectacle ou une partie de spectacle? Alors c'est juste une chanson. Hein. C'est une chanson, voilà, okay, dans un concert, elle a toute une série de costumes okay. Et donc cette chanson-là, il fallait cette robe-là qui se désattaque. Donc il y avait des servomoteurs, il y avait un émetteur, un récepteur, il y avait une télécommande et chaque bouton actionnait une petite partie et donc la robe. Donc là, elle danse, j'imagine? Voilà, c'est ça, elle chante. Parce que bon, c'est une robe assez élaborée, donc elle ne dansait pas comme elle danse d'habitude sur d'autres chansons, quoi. Mais par contre, pour ceci, donc ça c'est la deuxième tenue, ce sont les phares de moto. Ce sont des accessoires que Thierry Mugler demande régulièrement. Bon ben voilà, là c'était, voilà, elle pouvait bouger beaucoup mieux avec ça. Et en plus, il y avait la mise en lumière, donc on m'avait demandé de faire clignoter entre guillemets les phares en même temps que le tempo de la musique. D'accord. Voilà. Alors là, vous travaillez comment? Alors là, à nouveau, il vous dit exactement ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, c'est ça. Quelle est votre part d'apport, je veux dire, éventuellement décalage ou nouveauté par rapport à ce qu'ils veulent? Vous avez quand même vous êtes aussi à certains moments une force de proposition, vous pouvez l'être? Oui, on doit vraiment amener des solutions, nous. Donc ils sont les créateurs, moi je suis technicien, et donc ils veulent ça. Ils n'ont pas réfléchi comment, et c'est à toi de le faire. Ok, ah oui, c'est l'idée. Oui, donc c'est l'idée. Donc on amène des solutions, voilà. Maintenant je suis entouré aussi. Hein. J'ai un électronicien, j'ai un mouleur. Enfin, voilà, il y a des gens sur qui je peux vraiment compter, qui sont très compétents. Et selon les projets, je rassemble telle ou telle personne, quoi. D'accord. On le voit déjà dans ces deux premiers projets qu'on vient d'évoquer, au-delà de la créativité, de la beauté de l'objet, il y a sa solidité, sa flexibilité, son adaptation à l'usage qui en est fait. Cet exemple-ci est un exemple frappant, si j'ai bien compris, puisque là, il devait aller régulièrement dans l'eau. C'est ça, tout à fait. Donc ce sont des spectacles aquatiques et il fallait une matière qui tienne le coup, non seulement à l'eau, mais aux agressions du chlore et des produits qu'il y a dans ce bassin-là. On avait fait des tests avec du polyuréthane, mais ça jaunissait, ça se craquelait, ça ne marchait pas. La mousse de latex ou la mousse polyuréthane, par définition, ça ne marche pas puisque ça va se gorger d'eau. Donc il restait le silicone qui est hélas beaucoup plus lourd, un peu plus fragile, mais bon voilà, on a trouvé des solutions pour l'armer, pour le rendre moins fragile, pour l'alléger par endroits. Et c'est ce qui a marché, donc le spectacle tourne toujours et c'est principalement du silicone, en tous les cas pour les masques. Voilà. Alors je vais peut-être vous faire sourire, mais je suis soucieux du confort des acteurs. Est-ce qu'il y a des questions d'allergie ou de choses comme ça dont ça peut vous arriver. devez tenir compte? Bien sûr, oui, on questionne toujours tous les artistes pour ça, mais en 25 ans presque, je n'ai rencontré qu'une fois ou deux des allergies au latex. Bon, voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, on trouve d'autres solutions où on protège, on fait une barrière, je dirais, au contact de la peau et on s'adapte toujours. Et il y a le poids aussi, ça doit être léger, c'est ça? Alors oui, au plus léger possible. Donc ça, c'était le grand débat à Las Vegas, là, pour le rêve, parce que donc le silicone est lourd. Maintenant, c'était dans l'eau aussi, hein, donc ça aide. Voilà, là, dans l'eau, ça aide. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Ou alors, ça aurait été une autre approche. On ne serait pas passé par la sculpture, le moulage et le tirage, mais par d'autres matériaux. Voilà. Mais pour être au plus réaliste, parce que le costumier de ce spectacle-là, qui est Claude Renard, il est un illustrateur. C'est un illustrateur de base, il n'est pas vraiment costumier. Mais donc, il a créé des maquettes et des costumes très réalistes, quoi. Bon, fantastique, hein, mais avec une finition assez réaliste. Donc voilà, tout ça. Vous travaillez où en fait? Alors, principalement ici, chez moi. Oui. J'ai un petit atelier ici.
Si jamais il y avait des projets beaucoup plus importants, on loue alors un espace plus important. Justement pour Dragon, on avait travaillé en amont d'un travail finalement qui n'a pas vu le jour, mais on devait réaliser des marionnettes de 7 mètres de haut pour une parade. Okay. Voilà, là par exemple, on est obligé évidemment de louer un hangar, etc. C'est ça. Mais c'est principalement ici. Et puis, voilà, justement, encore une fois, le rêve à Las Vegas ou The House of Dancing Water en Chine. On part aussi en pré-production. Hein, donc, on fait quelques tests ici en général. Et sur place, alors, on développe énormément pour la livraison de la première, quoi. Donc, voilà, on accompagne aussi les productions dans le monde. Oui. C'est lui. Ça, c'est lui. C'est le pass. Et c'est vrai que c'est un peu mon coup de cœur, celui-là. Je le garde pour moi, d'ailleurs, bien précieusement. Mais, alors, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment... moi, je l'ai appelé le pass, parce que c'est finalement lui qui m'a fait entrer dans plusieurs studios. Ah, oui. Et les gens ont apprécié. Ça m'a motivé, ça m'a ouvert des portes. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené d'autres boulots. Et, voilà. Alors quand on construit une carrière comme la vôtre, elle est aussi jalonnée de rencontres. Oui. C'est important. Oui. On va en parler. Alors, Oui. en voici une. Ah oui, c'est Georges. Donc Georges Desjardins qui est maître perruquier et qui a travaillé, si je ne me trompe pas, presque 45 ans à l'Opéra Royal de Wallonie, ici à Liège. Et c'est un peu la chance de ma vie, Georges, parce que, bon, moi j'ai été un très mauvais élève à l'école. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Finalement, le monde des adultes m'envahissait. Je ne comprenais pas ce qu'on me voulait. Voilà, je ne trouvais pas ma place. Et j'ai eu la chance de rencontrer Georges à l'Opéra pour un travail de fin d'études, d'ailleurs avec un ami. Et alors, je ne l'ai plus lâché, quoi. J'ai vu son boulot. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et Georges, tout de suite, m'a proposé des tout petits boulots, mais a été généreux avec moi. Et finalement, au fil des années, c'est devenu un maître, quoi. C'est un maître, hein, c'est un maître perruquier déjà, mais c'est devenu un mentor, voilà. D'accord. Qui est avec une générosité et une façon de travailler qui m'a toujours inspiré. Et avec Georges, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, par exemple. Et oui, ça, je serai toujours reconnaissant, j'aurai énormément de reconnaissance pour Georges parce que c'est le premier qui a cru en moi et je pense que si j'ai osé voyager loin sans connaître le terrain, sans bien parler anglais, enfin, cette volonté, cette envie, voilà, il me l'a vraiment renvoyé et merci Georges, quoi. Alors Michel Stray, eh bien, un peu comme Georges, c'est aussi un mentor quelque part parce que j'ai passé 7 ans de ma vie avec lui à organiser des fêtes médiévales. Et Michel est une personne exceptionnelle dans le sens où il est extrêmement humain avant tout. Mm-hmm. Et donc, lui va s'attacher plus à comment être, comment se surpasser, comment se dépasser, comment s'organiser, comment faire les choses. Et avec lui aussi, il n'y a jamais de problème avec des solutions. Et donc voilà, ça c'est un deuxième pilier dans ma vie qui m'a apporté tellement, quoi. Vraiment très enrichissant. Merci beaucoup Michel. Voilà. Alors ces mentors-là sont un peu plus éloignés de moi, mais c'est vrai que c'est des références, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce sont de grandes références pour moi en tout cas. C'est vrai que dans les années 80, cinéphile comme je suis, bon ben voilà, c'est un peu toutes ces personnes. Donc il y a de gauche à droite Steven Spielberg. Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas et Francis Ford Coppola. Fameuse brochette. Exactement, c'est une fameuse brochette. Et c'était, ils se prénommaient eux-mêmes, enfin ils s'appelaient eux-mêmes les barbus. Et Scorsese avait une barbe à l'époque, avant. Mais c'est vrai que c'est le cinéma que j'aimais, étant adolescent. Et puis ça m'a inspiré aussi. Je me suis vite renseigné un peu sur les gens qui fabriquaient ces films-là et je me suis rendu compte que c'était des gens au départ passionnés mais très structurés, très professionnels, exigeants, perfectionnistes et ça, tous ceux-là m'ont vraiment inspiré au démarrage de mon travail, quoi. On va partir dans un autre versant de cette émission, on va partir en voyage avec vous et vous voyagez beaucoup et loin. On est aux États-Unis ici.
On est aux États-Unis, Monument on Valley. est à Monument Valley, oui. Ce sont des endroits auxquels je suis énormément attaché. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression de retourner chez moi quand je vais là, à ce D'accord. point-là. Oui. Et donc oui, c'est vraiment... Alors les parcs nationaux de l'Ouest américain sont paradisiaques pour moi. Je suis vraiment fan de ça, j'y vais régulièrement et c'est vraiment important pour moi ça. Voilà. Est-ce que des paysages comme ceux qu'on voit ici Le Grand Canyon. nourrissent votre inspiration d'une certaine Oui, manière? oui. Oui, il y a cette espèce d'énormité, enfin, de grandeur, de beauté, d'harmonie et surtout de paix. Je crois qu'il y a de ça aussi quand je retourne dans ces endroits-là. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, hein, c'est fort agressif, c'est fort inquiétant. Et ces endroits-là me permettent de me ressourcer, de ressortir les choses, de retrouver de l'inspiration, des idées. Ouais, c'est vraiment des images d'harmonie et de beauté, quoi, et de paix. Et ça. parfois peut-être le sentiment d'être sur une autre planète, c'est Ah oui, voilà, ouais, effectivement. Si le désert par là, on est sur la Lune, hein, il y a un endroit entre le Grand Canyon d'ailleurs qu'on voit là et Monument Valley qu'on voyait juste avant qui s'appelle Page, où il y a un lac là. Et c'est là où on a d'ailleurs tourné tous les Planètes des Sages, tous les cas les premiers, celui de Tim Burton aussi. Mais oui, alors moi l'impression que j'ai eue quand j'ai été là la première fois, c'était la Lune. C'est ça. C'était vraiment un autre monde. D'accord. C'est très inspirant aussi. Ils peuvent évidemment l'habiter, eux. Voilà, exactement. Alors voilà, retour sur Terre ici. Oui, là on est à New York et Ouais. c'est une ville que j'ai visitée plusieurs fois. J'y ai aussi rencontré des amis que j'ai du Cirque du Soleil qui voyagent dans le monde en permanence d'ailleurs. Et, et donc New York, bah oui, parce que c'est une ville qui bouge énormément, qui est multiculturelle. Il se passe toujours quelque chose. Et puis ça reste les États-Unis. J'aime assez bien les États-Unis, pas pour sa politique, mais pour la terre et pour les gens. Les gens, ils sont très accueillants, en tous les cas, dans ces villes-là. Les gens sont sympathiques et multiculturels, donc c'est toujours très, très, très sympa. Voilà, là on est toujours à New York, à Central Park, sur Imagine, donc là où John Lennon s'est fait assassiner, là. Alors, Amérique, mais du Sud maintenant, Voilà. Machu Picchu. Le Machu Picchu, ouais, ça c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait au Pérou. J'ai voyagé un petit peu dans les quatre coins, et puis le Machu Picchu évidemment est un peu le poids d'orgue. Magnifique pays, magnifique voyage. Et alors, on va le voir sur la photo suivante, mais le souvenir le plus marquant, ça aurait été la jungle amazonienne. Oui, Ah oui. oui. Ouais, c'est à côté Indiana Jones, ça rejoint un petit peu mon univers. Mais oui, parce que c'est vraiment... alors c'est la jungle, quoi. Et on ne peut pas connaître tant qu'on ne l'a pas vécu. Oui, c'est avec comme toutes les aller en contraintes, Amérique, on ne c'est peut ça. pas connaître. Donc là, c'est bourré d'oiseaux, d'insectes, d'araignées, d'alligators, etc. Et puis voilà, c'est un peu le bout du monde, quoi. C'est aussi un petit peu le bout du monde. C'était vraiment bien, ça. C'était vraiment une aventure. La On est Chine. en Chine maintenant. Voilà, j'ai voyagé 2 fois en Chine. Donc une fois à Macao, où on était donc dans une structure un peu plus englobante, je dirais, avec toute une série de personnes qui travaillent pour Franco Dragon, des Belges, des Canadiens, etc. Donc c'était un peu différent de ceci. Là, je suis parti avec des associés qui est la compagnie d'Outre-Rue, avec qui j'ai collaboré plusieurs fois. On a coproduit des spectacles ensemble, on a créé des costumes ensemble. Et donc là, eux ont décroché un contrat pour aller travailler à Wutsen. Donc c'est une petite ville médiévale. Donc c'est un Venise chinois. Ok. Voilà, là on voit pas les canaux, mais il y en a. Et donc c'était vraiment un souvenir très particulier parce que non seulement on s'est très bien amusé avec tous les artistes avec qui on est parti plusieurs semaines, mais c'était aussi la découverte de la vraie Chine. Ah, parce que Macao, on est un peu dans autre chose. Oui, c'est Voilà. anciennement portugaise. Voilà, exactement. Et près de Hong Kong qu'on a visité aussi. Mais c'est vraiment autre chose. Là, on était vraiment dans la campagne. On avait pardon, un petit hôtel près de cette petite ville-là, de ce petit parc-là. Et on était vraiment alors dans la Chine profonde. Ah oui. Et moi, j'aime ça. J'aime découvrir la vie telle qu'elle est, les gens tels qu'ils sont.
Et donc, c'était vraiment une aventure aussi, ça. Ouais. Voilà, on découvre ici un théâtre chinois où il n'y a que des hommes. Voilà, c'est aussi comme ça que ça se passe là-bas. Mais voilà, c'est vraiment pittoresque et ce sont des souvenirs de spectacles chinois, justement. Moi qui suis dans le spectacle. Ça doit intéresser évidemment Voilà, de voir hein. des spectacles d'autres cultures. Voilà, exactement. Voilà, et donc ça envoie mes deux associés qu'on ne reconnaît pas, parce qu'ils sont avec des masques que je leur ai fait. Mais c'est un très beau souvenir aussi, oui. Voilà, en Chine. Déjà Zibao ou quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Je ne sais pas où je sais que c'était vraiment en chinois, c'est le cas de le dire. Mais c'était rude et ça avait beaucoup de charme à la fois. Je me rappelle d'une visite, enfin je me baladais là vraiment dans cette ville, j'ai vraiment parcouru toute une berge où il y avait quelques maisons et il n'y avait ni fenêtre ni porte. Ah oui. Et c'était vraiment brut de brut, quoi. Et ça je me dis, waouh, il y a encore... voilà, on découvre aussi ça dans ce monde-là. Alors retour maintenant à la famille. On Oui. revient chez nous. Voilà, la famille, ben, ma mère, donc là, je ne sais pas quel âge je devais avoir au juste, je pense que je devais avoir 2 ans. Et puis, ben, ma mère, c'est vrai que ma mère, elle a toujours organisé les fêtes de Saint-Nicolas, les chants pour les enfants. Elle s'occupait des costumes au grand feu du village. Et donc, comme on le voit très bien sur la photo, elle était la première à se déguiser. C'est ça. Je pense qu'évidemment, tout ça m'a inspiré et c'est Voilà. un peu la continuité de tout ça. Voilà, donc merci maman. Mon père, qui lui est artisan bijoutier, donc de nouveau dans l'artisanat, voilà, la création. Et puis là, je pense que je devais avoir le même âge. Hein. Mon père aussi est musicien, donc voilà, c'est de nouveau l'art et la culture, quoi. Et le sens de la précision. Tout à fait aussi, ouais, exactement, tout à fait. Artisan bijoutier, ouais, exigeant, c'est vrai, c'est ça. Donc merci papa aussi pour ça. Et alors mes 2 sœurs, voilà, donc ce sont des demi-sœurs en réalité, mais bon, ce sont mes sœurs à part entière, Marie et Pauline. J'ai choisi une photo ancienne, puisque j'étais parti avec mon père et ma mère avec une photo ancienne, je me suis dit je vais rester pour mes 2 sœurs, voilà, qui sont aussi dans l'art. Hein. Donc Marie travaille ici au Théâtre de Liège et ma sœur Pauline joue de la harpe. Voilà, on est tous... univers d'artistes. Ouais, vraiment un univers d'artistes. Et justement, voilà le papa de Marie et Pauline, qui est Alain, donc avec qui j'ai grandi, qui est un artisan et un maître graveur, ciseleur sur arme. Hein. Ici à Liège, on a... une culture à ce niveau-là, et donc lui a une renommée vraiment internationale. D'ailleurs, il a fait, pour l'anecdote aussi, il y a quelques années, un fusil pour Steven Spielberg. D'accord. Donc ça rejoint à nouveau un petit peu tout ça. C'est le même monde. Et Alain, quand même, a quelque chose de particulier qui m'a apporté au fil des années, et qui rejoint ce que m'ont apporté Michel Stré et Georges Desjardins. Donc c'est cette approche des choses à toujours se surpasser, à toujours essayer de s'améliorer. Voilà, je crois que c'est vraiment l'amour du travail bien fait, Alain, et ça m'a inspiré énormément aussi, la volonté d'aller jusqu'au bout. Voilà, ces 3 personnages se regroupent bien pour ça, vraiment. Et on finit le tour de la famille par ma plus belle création, c'est ma fille, c'est ma fille Lou, qui j'espère léguer un petit peu de... Elle a quel âge? Elle a 12 ans, dans et un mois. Ça lui fait quoi de vivre dans cet univers de création? Ouais, je crois qu'elle s'amuse. Maintenant, comme elle a grandi dedans... elle trouve ça normal? Voilà, finalement, voilà, c'est normal, je crois, pour elle. Mais elle est à un âge, justement, où elle commence à me demander de regarder des films. Hein. Moi, je crois que je lui fais partager. Ça, t'as vu, ça s'est fait comme ça, et ça, faut pas avoir peur, c'est ça. Voilà. Elle demande maintenant à voir des bons films, comme elle dit. Avec toi, papa. Ouais. Ah oui. Donc le chemin commence à être tracé. Et puis elle commence un peu à peindre, etc. Donc voilà, je pense qu'elle a une fibre artistique fort marquée aussi. Elle aime bien danser, évidemment, comme les filles et les petites filles. Et voilà. Ouais. C'est quoi vos projets aujourd'hui? Alors, les projets aujourd'hui, il y en a beaucoup. Fin de l'année passée, j'ai travaillé pour le Moulin Rouge à nouveau, et donc il y aura d'autres choses cette année. Il y a plusieurs compagnies de théâtre, il y a normalement un opéra qui va arriver,
Il y a des collectionneurs aussi, il m'arrive de travailler pour des collectionneurs qui sont assez exigeants, qui veulent des pièces qu'on ne trouve nulle part ou des dioramas, des choses comme ça. Il y a aussi le développement depuis 1 an d'une plateforme et d'une application destinée aux artistes et aux artisans qui s'appelle SciLife. Il y a une version bêta qui va arriver. On voulait créer en fait un outil un peu comme Facebook, mais vraiment destiné aux artisans. D'accord. Voilà, je me suis associé avec 2 amis californiens pour ça, qui sont très pros en la matière, et donc on bosse beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est un projet voilà, fort actuel. Et puis toujours le coaching. Voilà, je suis aussi coach de vie, et c'est une activité qui est là. Et Ça vous apporte quoi? bah, ça m'apporte beaucoup de bonnes choses. Ça m'apporte beaucoup de gratitude, comment dire, de satisfaction de pouvoir aider des gens, tant que je peux en tout cas, sans prétention. Mais voilà, on est vraiment au contact de l'humain, on creuse l'humain. Et j'aime beaucoup aussi cet aspect-là dans la vie. Je parlais tout à l'heure de se surpasser, avec des personnes qui m'ont donné leur vie de me surpasser. Et donc ici, avec l'expérience que j'ai depuis 25 ans déjà dans le domaine du spectacle, il faut aussi savoir que le spectacle, c'est aussi des aventures humaines avant tout. Hein. Oui. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment être très dures, au fait. Il y a des choses super géniales, mais il y a des choses très dures aussi. Et je pense que tout le mélange de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences, ressort bien dans le coaching. J'ai suivi une formation pour avoir les outils quand même, pour avoir la légitimité aussi. Et ça me sert énormément. Donc c'est une énergie qui circule, que j'aime faire circuler, si les gens veulent en tout cas, pour atteindre des objectifs qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Tout le chemin de la vie. Exactement. C'est une belle conclusion, non? C'est une super conclusion parce que c'est tout à fait ça, oui. Alors, je voudrais, avant de nous quitter, quand même signaler qu'il y a eu une belle interview dans le magazine Wow, qui est paru il y a quelques semaines maintenant, je pense. Oui, c'est ça, un peu plus, mais c'est un des derniers numéros. On peut le recommander. Tout à fait, sur le site internet. Faire un petit clin d'œil au magazine, c'est un magazine qu'on apprécie, qui est très bien fait. Moi, j'ai une très belle couverture, merci aussi pour ça. Merci à vous d'avoir partagé votre univers. C'est moi qui vous remercie vraiment. Et puis je vous l'ai dit d'emblée en arrivant, moi je suis un enfant de la génération de Valérian. Et donc, c'est un univers que je connais bien, que j'apprécie. Voilà. C'est chouette. Merci à vous. Chouette partage, merci beaucoup. Voilà, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous.